Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un petit live. Donc aujourd'hui ça va être un live sur One Piece comme d'habitude. On va analyser le chapitre en détail, on va réacter, analyser, théoriser. On va tout faire un petit peu, on va essayer de voir un petit peu si on a des informations complémentaires. J'ai regardé quand même un petit peu sans le lire vraiment, j'ai juste regardé quelques images et ça a l'air d'être quelque chose de dantesque. Donc voilà, on va essayer de voir, on va parler de tout ça et voilà. On aura fait, je pense, une analyse complète ces derniers jours sur les spoils et le chapitre aujourd'hui. Donc voilà, avant de commencer, comme d'habitude les gars, petite auto-promo, n'oubliez pas, si jamais vous voulez soutenir les gars, que ce soit sur YouTube, sur Discord, sur Twitter, n'hésitez pas, parce que voilà, sur YouTube, vous avez tout simplement le petit like, le petit follow, le petit commentaire qui permet justement de mettre en avant la chaîne, que ce soit au niveau algorithmique ou au niveau du référencement. Vous avez aussi les souscriptions, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, et ça permet de financer la chaîne, donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le font, ça me fait grave plaisir, merci encore. Et sinon vous avez le Twitter, c'est là où je mets tout simplement les informations concernant One Piece et autres en priorité, c'est là où je mets un petit peu l'actu, c'est là où je mets les trucs le plus rapidement possible, donc voilà, si jamais vous voulez avoir les infos avant tout le monde, n'hésitez pas. Il y a le Discord également, je sais même plus si je l'ai dit, mais c'est là-bas où on se rejoint, on discute, c'est là-bas où il y a toutes les informations aussi, c'est là où j'essaie de rassembler un maximum la commu. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Let's go pour une analyse complète sur le chapitre 1137 de One Piece. Bon, je pense que c'est le bon moment pour commencer. Moi, je suis totalement prêt. Donc, let's go, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement réagir à ce chapitre 1137 qui s'appelle Shamrock à Paris. C'est parti, les gars. Je vous mets comme d'habitude la cam. Dessous. Ok, donc voilà les gars. Première page de couverture. Donc voilà, on a tout simplement le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 23e épisode. Infiltration dans la base mystérieuse. Donc voilà, on voit que l'histoire commence à approcher de son dénouement. Comme je le dis à chaque fois, mais je le répète pour les personnes qui n'auraient pas forcément vu les précédents lives, les mini-aventures durent entre 30 et maximum 40 chapitres. Donc voilà, Oda peut faire ce qu'il veut, tu vois. Je veux dire, il peut faire 50, 60, même 100 chapitres s'il veut, mais dans ses habitudes, il est tout le temps aux alentours des 30 à 40 chapitres, à part quand c'est pas une mini-aventure de type histoire. C'est-à-dire que des fois, on a des mini-aventures où c'est des petites informations à droite, à gauche sur certains personnages, tu vois. Ça, c'est différent. Par contre, quand c'est une histoire qui tourne autour d'un personnage, comme actuellement, c'est très souvent entre 30 et 40 chapitres. Même pour vous dire la vérité, 40 chapitres, c'était plus avant, à l'ancienne, quand Oda avait le temps, tout simplement, de créer un petit peu toute son œuvre, mais plus on avance dans le temps et plus j'ai l'impression que voilà les mini-aventures sont de plus en plus courtes, parce que je pense que c'est difficile pour lui de tenir le manga, l'anime, le live action, les mini-aventures, les informations en parallèle, les films, bref, vous avez capté, il a tellement de choses à faire que bosser les mini-aventures doit être légèrement difficile pour lui. Donc voilà, donc là on a tout simplement Yamato et Otama qui sont derrière des gens, et les gens pointent quelque chose du doigt comme s'ils regardaient quelque chose, donc là on a l'impression d'assister, je sais pas, comme à un combat ou quelque chose comme ça, comme si toute l'attention était pointée à un même endroit et tout le monde regarde dans cet endroit-là. Donc voilà, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais en tout cas, il doit y avoir quelque chose de fou en face de tout ça qu'on va découvrir prochainement dans le prochain ou dans les prochains chapitres en fonction de s'il y a une mini-aventure la prochaine fois ou pas. Donc voilà, vous connaissez toujours ma théorie sur le retour de Kaido, le retour de Big Mom, potentiellement le fait que Yamato pourrait tout simplement quitter l'île à la fin de son pèlerinage, tu vois, parce que c'est la suite logique des événements en rapport avec Yamato. Donc voilà, je ne répète pas, mais c'est des choses qu'il faut bien garder en tête parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui me semble très pertinent et ça donnerait tout simplement du sens aux mini-aventures parce que sachez que les mini-aventures sont là pour une bonne raison à chaque fois. Ils sont pas là juste comme ça, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui est en rapport avec le manga, tout simplement. Première page de chapitre, on a donc Luffy, Nami, Zoro et Road qui sont devant le château du roi Harald et ils voient tout simplement que la porte a été fracassée de l'intérieur. Donc ça, on l'avait vu dans les spoils, mais je vais tout simplement lire les bulles. Donc la maison
maison du regretté roi, donc ça c'est le message de l'éditeur, donc château d'Holst. Le roi Harald est mort il y a 14 ans déjà. Depuis ce jour, personne n'ose s'approcher du château. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Les portes ont été forcées, qu'est-il arrivé aux gardes? Donc voilà, Rhodes qui s'interroge sur ce qui s'est passé quelques temps avant leur venue, hein, parce que là ça doit vraiment être quelques minutes, quelques heures juste avant qu'ils arrivent. Nami qui dit, il s'est passé quelque chose. Zoro qui dit, elles ont été forcées de l'intérieur. Pourquoi des intrus feraient ça? Vous avez capté que voilà, Zoro, qui est pour moi le mec qui a pas le plus de jugeote dans l'équipage, mais qui pourtant pose des questions pertinentes dans le chapitre. Et Luffy qui est là, comme d'habitude, fidèle à lui-même. Allez, on doit aller voir la clé. Où est cette fichue clé? Les dégâts ont l'air récents. Et là, du coup, il y a Luffy qui crie, c'est incroyable, c'est immense, on voit même pas le plafond. C'est trop compliqué de marcher ici. Donc voilà, je pense qu'il dit ça parce que vous avez capté, étant donné que voilà, l'échelle des tailles est différente entre les humains et les géants, du coup, le sol doit être dur à pratiquer. Et ça, c'est légendaire parce que voilà, Oda a vraiment le souci du détail. Ça, c'est des choses qui, pour le commun des mortels, la plupart des gens n'y auraient pas prêté attention, mais Oda veut toujours mettre ce contraste entre le fait qu'on est dans un pays des géants et le fait que Luffy est bel et bien petit. Ça, c'est hyper bien fait. On continue. Et Rhodes, où elle est la clé? Et Rhodes, il dit, je ne sais pas. Je ne suis qu'un ordinaire type, je ne suis jamais venu ici avant. Et Nami qui dit, je suis contente que tu sois là. Rhodes qui répond, vraiment Namitazo? Je suis d'accord, allez avance. Et Zoro, j'ai l'impression il se prête au jeu. En plus il sourit, c'est en vrai. Nami, très dangereuse celle-là. Ce château est impressionnant, être ici est à la fois excitant et terrifiant. Tout est en ruine. C'est l'œuvre de ces fameux intrus. Non, c'est comme ça depuis le combat entre Loki et le roi Harald. Petite mention spéciale pour la qualité des dessins, la qualité tout simplement du château. Franchement, je trouve ça magnifique. Et Zoro qui dit ça avait l'air immense. Rhodes répond, Loki est un monstre et le roi Harald était considéré comme un guerrier très puissant. Autant de chaos, c'était inévitable. Luffy qui dit, waouh, ils sont gigantesques. Et Nami qui crie en disant qu'est-ce que c'est que ça? Et là, qu'est-ce qu'on voit, les gars? On voit un champ de bataille avec d'innombrables personnes mortes. Donc voilà, là on a vraiment l'impression d'être sur ouais, une guerre réelle, tu vois. Habituellement on voit pas trop les squelettes et tout, même si on les voit, tu vois, on sent pas l'impact que la guerre précédente aurait pu avoir sur ce qui se passe actuellement. Et là, avec le fait qu'il y ait vraiment des morts, qu'il y ait vraiment des corps, qu'on découvre un petit peu ce qui s'est passé, ça montre un petit peu la violence qu'il y a eu entre Loki et le roi Harald et la gravité de la situation après l'événement, quoi. Je trouve ça ouf et intéressant à relever. On continue. C'est rempli de squelettes de géants. Il y avait beaucoup de gardes à l'époque. Ce jour-là, Loki en a tué une centaine. Le seul à avoir survécu, c'est le seigneur Jarl. Après cet événement, l'accès au château a été interdit. Donc comme je l'ai déjà dit, il y a une théorie pour moi qui est logique, qui m'est venue à l'esprit directement, c'est le fait que potentiellement que Loki a perdu le contrôle par rapport à son fruit, étant donné que le fruit a été mangé, un petit peu à la Chopper, et potentiellement que c'est la raison pour laquelle il a tué des gens, tu vois. Parce que là, vraiment, quand vous regardez juste l'état de personnes, ils ont vraiment des pieux plantés dans la tête, des épées plantées dans la... Loki, il n'est pas allé de main morte. On n'est pas face à Luffy qui se bat et qui met KO tout le monde. Là, on est vraiment face à un tueur sanguinaire qui est potentiellement Loki, tu vois. On verra, mais il y a aussi des chances que Loki n'y soit pour rien, et ça, on en débattra plus tard. Rhodes qui dit, il n'y a plus que des esprits vengeurs dans le coin. Et Luffy qui dit, regardez, il avait des cornes. Elles appartiennent à quelqu'un qui possédait le sang des anciens géants. Il n'y a plus aucun sang pur de ce clan aujourd'hui, mais ce sang coule encore dans certains d'entre nous. Donc voilà, on comprend un petit peu, comme je l'ai déjà dit précédemment dans les précédentes analyses, les races évoluent dans le temps, et là, par rapport à la phrase de Rhodes, ça corrobore exactement tout ce que j'avais théorisé avant, parce que on voit clairement qu'il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il dit du sang des anciens géants coulerait encore dans les veines de certains géants, donc il y a une évolution entre les anciens géants qui pour moi sont les Oses. Avant les Oses, pour moi il y avait les titans, donc des gens qui sont bien plus grands, parce que les Oses sont à peu près à 70 mètres, comme je l'ai déjà dit. Les géants sont à peu près à 20-40 mètres pour Jarl, par exemple. Et sinon, on a des géants type Thriller Bark, donc les ombres de Thriller Bark, qui, eux, sont plus entre 25 et 35 km de haut. Voilà, ça parle en kilomètres, donc vous voyez un petit peu que la différence est gigantesque. Et pareil pour le crâne de Nigashima, c'était pas un simple Ose, parce que voilà, Ose c'est 70 mètres, et juste le crâne de Nigashima, c'est entre 700 et 1 km. Donc voilà, vous comprenez qu'il y a vraiment une différence de taille qui est tout simplement gigantesque. Comme le roi Harald, qui était plus grand et plus fort que la plupart d'entre nous. Donc voilà, le roi Harald fait bel et bien partie de cette lignée qui a hérité d'une certaine manière des cornes et aussi du sang des anciens géants, ce qui, grâce à la génétique, fait de lui une personne très très puissante. Et ça, on va en parler après, parce que voilà, ça pose des questions sur les boucaniers, ça pose des questions sur Kaido, ça pose des questions sur les races un petit peu dans One Piece et comment se développent les races, et ça, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais voilà, on va faire une petite update aujourd'hui. Page suivante. Donc
Donc ici, on voit Rhodes qui dit « Oh, regardez là-haut, ça me rappelle des souvenirs. » C'est un portrait du roi Harald, l'homme qui a tenté de créer des liens avec le monde extérieur. On dit qu'il était le roi le plus puissant d'Elbaf. Donc ça, c'est pas mal, parce que déjà, c'est un on dit, donc voilà, on n'en sait pas plus, mais d'après leurs informations les plus récentes, ce serait la personne la plus puissante d'Elbaf. Et ça, c'est assez intéressant, parce que on voit à quel point Loki a été mis en avant, on le savait déjà avant, mais la finalité veut que, malgré tout ça, Loki ait réussi à battre la personne la plus puissante d'Elbaf, ce qui fait de lui, naturellement, l'homme le plus puissant d'Elbaf. Donc voilà, c'est logique, mais là, on a vraiment quelque chose où Oda essaye de vraiment appuyer sur le fait que, en termes de puissance, c'est vraiment des choses qui sont ancrées un petit peu dans l'univers de Elbaf, tu vois, et en même temps dans l'univers de l'arc d'Elbaf, parce que on a vraiment tout simplement la puissance qui a été décrite et tout simplement mise en avant pour, je pense, justifier un certain level de puissance, un certain power scaling, et ça pareil on en parlera en fin de live. Donc voilà, on a aussi des magnifiques dessins, des petits détails qui sont là présents un petit peu partout dans les cases, donc voilà, les planches sont vraiment magnifiques. Alors, donc, les cicatrices au sommet de sa tête marquent l'endroit où se trouvaient ses cornes d'anciens géants avant qu'il ne les arrache. Donc ça, c'est assez intéressant parce que, en plus d'avoir vraiment une tête bien balèze qui nous rappelle évidemment tous la même personne, je pense que là on va tous être d'accord, et bien tout simplement il a pas ses cornes, il les a retirées sûrement pour, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, précédentes analyses, parce que voilà, je pense qu'il voulait être considéré comme tous les autres, et c'est pas parce qu'il a des cornes ou qu'il en a pas que c'est quelqu'un de différent ou non, tu vois. Je pense que ça fait référence, comme je vous l'ai dit, aux Pirates du Soleil qui, avec leur tatouage, permettaient de ne pas différencier les personnes qui ont été esclaves auparavant et les personnes qui n'ont jamais été esclaves, histoire d'être un petit peu tous sur le même piédestal. Ils pensaient que les anciens géants étaient des reliques de l'ère de la guerre, ils avaient des cornes, ils étaient déterminés. Donc voilà, on a même un petit géant qui est juste ici, et c'est vraiment des personnes qui ont tout simplement l'air d'être un mélange entre les Numbers, un mélange entre Kaido et un mélange entre les Oz et les Titans dont on a parlé depuis le début du live. Vous avez capté à quel point je trouve que Oda essaye tout simplement de réunir un petit peu toutes ces informations, ou peut-être le contraire, peut-être qu'il avait une base, c'est-à-dire les Titans, et qu'il en a fait découler toutes les races qu'on connaît aujourd'hui dans l'univers de One Piece. Donc je pense sincèrement que Kaido a bel et bien des liens avec cette personne, peut-être pas familiaux, mais potentiellement des liens tout simplement de sang, des liens de race. C'est vrai qu'on n'en a pas appris beaucoup sur Kaido pendant l'arc Onigashima, même l'arc de Wano, et je pense que c'est tout simplement parce qu'on peut pas en apprendre plus sur lui, étant donné qu'il doit avoir beaucoup tout simplement d'informations par rapport à sa race, qui pourrait tout simplement spoiler la fin du manga. Pareil au niveau des Rocks, on pouvait pas en apprendre plus sur lui, parce que sinon voilà, ça nous donnerait trop d'informations par rapport à ce qui se passait tout simplement il y a 40 ans maintenant, je crois, 35 ans, 40 ans. Donc je pense que tout ça a été millimétré vraiment pour que Oda en donne le minimum, mais je pense qu'il faut pas s'inquiéter, je pense que Kaido va revenir dans le manga à la manière de Ace, dans des flashbacks, etc., etc. Donc il va continuer à vivre dans le manga, mais potentiellement qu'il va revenir tout simplement à la vie. Quand je dis revenir à la vie, c'est potentiellement qu'il est pas mort, hein, vous avez capté, parce qu'on n'est pas dans des baisers. Ok, reprenons le chapitre, et c'est parti les gars. Donc page suivante, on arrive à l'intérieur du château, et on voit Rhodes qui explique que après la mort du roi, le pays tout entier a plongé dans le désespoir, mais celui qui en voulait le plus à Loki, c'était l'autre fils du roi Harald, Ajrodin. Et du coup là ils sont choqués, quoi, Ajrodin, fils du roi Harald? Mais après ça c'est, pour moi je sais pas pourquoi, mais je le savais déjà. Je savais déjà que Ajrodin il avait un lien de prince avec potentiellement le roi Harald. Bon, mais ça aurait pu être un fils adoptif, il y avait plein de possibilités, mais en tout cas ça me surprend pas. Mais c'est vrai que Luffy en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il est pas du tout au courant. Donc là Luffy il est choqué, et du coup Nami dit quoi, Ajrodin est le frère de Loki? Et Rhodes il dit en fait c'est son demi-frère. Ajrodin est né d'une autre mère avant le mariage de Harald et sa femme. Mais Elbaf n'aurait jamais reconnu la mère d'Ajrodin comme la reine du pays. Pourquoi? Elle est née dans un autre pays de géants. Il reste une géante, non? C'est quoi le problème? Ok, ça c'est intéressant parce que c'est pas du tout ce qui était expliqué dans les spoils. Dans les spoils, ce qui était expliqué, c'est qu'il disait qu'elle était pas géante, et que vu qu'elle était pas géante, elle pouvait pas être tout simplement considérée comme une géante, tu vois. Du coup, elle pouvait pas être intégrée comme reine parce qu'elle était entre guillemets étrangère. Mais en fait, là, c'est pas du tout ça. Là, c'était juste une géante qui venait d'un autre village. Et ça corrobore un petit peu ce que je vous disais par rapport au fait qu'il y a plusieurs villages, que potentiellement ces villages s'entendent pas forcément entre eux. Ça me rappelle un petit peu les mythes vikings avec Asgard, Midgard, Helfheim et tous les autres mondes, Svartalfheim, etc., etc., où chaque village, un petit peu chaque monde, les 9
9 royaumes sont tout simplement dirigés par des personnes qui s'entendent pas forcément, comme les nains et les elfes. Voilà, ça c'est... Tout le monde connaît les nains et les elfes, souvent ils s'entendent pas très bien. Les nains, c'est plutôt des personnes rugueuses qui travaillent un petit peu le fer et qui sont entre guillemets simples d'esprit. Et les elfes, c'est des personnes nobles, des combattants nobles, qui eux, tout simplement, sont des érudits. Donc les deux sont naturellement opposés. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on comprend que la mère de Ajrodin était bel et bien étrangère au village d'Elbaf. Donc le village qu'on voit, le village où a grandi Dorian Broggie, etc., est bel et bien le village des géants les plus importants, on va dire, de tout Elbaf. Même si, dans l'ombre, il pourrait y avoir d'autres personnes qui pourraient être potentiellement les ennemis. Peut-être un village ennemi à ce village, qui sont tout simplement des personnes qui détestent, etc., etc. Peut-être ceux qui ont fomenté la guerre d'il y a 6 ans, où Loki a dû tuer son père, hein, même si ça se trouve, c'est pas lui, mais c'est peut-être un village ennemi qui a orchestré tout ça pour faire accuser son fils, le fils du roi Harald, comme étant le meurtrier de son père. Donc à voir, mais c'est des choses qu'il faut bel et bien garder en tête, parce que en fait là je le vois mal, Loki, de par son honneur, je le vois mal faire de telles atrocités, tu vois. Mais je connais pas tous les tenants et les aboutissants, donc évidemment là tout de suite maintenant on peut tout imaginer, tout est encore possible. Rhodes qui dit elle était une géante, oui, mais vous êtes mal placés pour parler les humains. Vous vous entretuez pour obtenir des terres. Et Zoro il regarde, dit ouais c'est vrai, j'avoue. Les gens disaient qu'avoir un enfant avec une étrangère pourrait salir le sang d'Elbaf. Même ici, il y a de la discrimination. Tout le monde n'est pas pur comme toi, Namitas. Ne me fais pas de compliments, ordure, wesh. C'est bizarre, wesh, Nami, un coup elle l'insulte, un coup elle lui fait des compliments. Je suis bon. Mais effectivement, là, encore une fois, salir le sang nous ramène encore une fois au côté race, au côté sang impur, etc., etc. Donc, j'ai l'impression que ça va prendre encore une dimension légendaire sur les races, etc., etc. Donc ça ressemble étrangement à l'île des hommes poissons, avec les races différentes, etc., etc. Donc on continue. Pourquoi t'as rejoint l'équipage de Ajrodin si tu penses qu'il a le sang sale? Et Rhodes il a dit, eh bien, coup là on voit justement un flashback où des personnes s'en prennent à Rhodes, on voit des gens dire t'es trop flippant Rhodes. Et Ajrodin qui dit incroyable, tu sais dessiner des cartes, montre-moi comment faire, devenons amis. Et du coup, Rhodes, il était choqué parce que voilà, tout le monde le trouvait bizarre. Et c'est vrai qu'il est un peu bizarre, mais au fond, maintenant qu'on commence à le connaître, je commence à bien l'aimer ce Rhodes. Personne l'aimait au début à cause du fait qu'il a enfermé les Mugiwara. Et aujourd'hui, frère, je trouve que Oda est trop fort pour faire ça. Il nous fait détester des gens pour nous les faire kiffer 2 secondes après. Alors Rhodes qui dit, il a toujours été gentil et honnête, contrairement à moi. Il a toujours refusé de vivre dans le château. Son père était le roi, mais sa mère était mise à l'écart. Il a tout pris sur lui et a dit, un jour, je vais unir toutes les tribus des géants. Je vais devenir le roi des géants. Ouais, je sais que t'en es capable, Ajrodin. Et là, c'est marrant parce qu'il fait la fête et je crois qu'il dit la même chose en boucle et du coup, il crie son rêve un petit peu sur tous les toits et ça ressemble étrangement au rêve de Luffy. Donc là, on a potentiellement un foreshadowing du fait qu'il pourrait tout simplement être un futur détenteur du Haki des rois étant donné les ambitions qu'il a. C'est quelque chose qui pourrait développer au fur et à mesure de l'œuvre. En tout cas, il en aura besoin si jamais il veut prétendre au titre de roi d'Elbaf. J'en suis intimement convaincu et je pense que Loki est déjà un prétendant au titre et qu'il a déjà le Haki des rois, donc c'est des choses qui sont obligatoires. N'oubliez pas que le Haki des rois, c'est le Haki de l'ambition. C'est pas quelque chose qu'on peut entraîner, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser mais pas entraîner. Ton Haki des rois est à la hauteur de tes ambitions. C'est peut-être pour ça que Barbe Noire sera plus fort que Luffy, parce que ses ambitions c'est de devenir le roi du monde, et Luffy de devenir l'homme le plus libre du monde. Donc on découvrira ensemble à la fin de l'histoire qui sera plus fort que l'autre tout simplement. Rhodes qui dit je veux faire de son rêve une réalité. Ce genre de déclaration, c'est pas nouveau pour moi. C'est vrai que Zoro, c'est la meilleure personne pour penser à ça. Et du coup le pire c'est qu'il regarde Luffy en même temps, la scène est légendaire, je pense qu'en animé sera ultra bien fait. Et Luffy qui dit par ici, j'ai trouvé des géants endormis. Et Zoro il est fatigué un petit peu de tout ça. Ok. Et du coup, sans transition, on passe directement dans le royaume souterrain, où justement, on voit l'ancien château où vivait Rhodes. Donc Rhodes, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'il a été victime de discrimination, étant donné que son château se situe tout simplement sur une montagne isolée dans le royaume souterrain. Donc ça, c'est bizarre, étant donné que voilà, il est censé être un géant comme tous les autres, et
il devrait pouvoir vivre normalement dans le village comme tous les autres. Et pourtant, c'est pas le cas, entre guillemets, avec les infos qu'on a effectivement. Royaume des morts, c'est bon, t'as compris. Donc là, c'est Gunko qui parle à Loki, et Loki il dit « Vous avez de la chance que je ne puisse pas bouger. Même si tu pouvais, ça n'aurait rien changé. Sale gueux. » Non, elle parle comme ça, Gunko. Donc vraiment, Gunko, grave bizarre son pouvoir. On sait que c'est le fruit des flèches, mais là, on a l'impression qu'on a affaire à, entre guillemets, une Logia, parce que là, on a, on va dire, d'un côté, un pied gigantesque en ruban, je pourrais dire ça comme ça, et derrière, on a un pied tout lisse qui pourrait s'apparenter à un pied totalement normal. Mais bon, je pense que c'est pas du tout un Logia, mais c'est juste que ça me semble un peu bizarre l'utilisation qu'elle en fait. On t'offre la chance de devenir un dieu. La plupart des gens meurent inutilement en essayant d'accéder à un tel privilège. Et là, on voit qu'elle utilise son pouvoir pour planter des flèches dans le sol, si je me trompe pas. Et ces flèches, c'est marrant parce que c'est exactement les mêmes flèches qu'on a vues avec Im-sama. Donc c'est bizarre, mais peut-être que Gunko était présente. Ou sinon, je pense que Oda nous fait une masterclass comme il a l'habitude de faire. Il veut nous mettre sur un chemin pour nous éloigner d'un autre. Je pense que Oda, là, il est très très fort. Là, je pense qu'il a fait une masterclass. Ça me rappelle un petit peu Shanks, c'est le faux Shanks. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a très très longtemps, on avait tout simplement Barbe Blanche qui disait à Shanks « Ouais, mais ta face, elle me rappelle cet empaffé, tu vois. » Et au final, cet empaffé, on a direct imaginer quelqu'un qui pourrait avoir le même visage que Shanks, donc un frère jumeau. Et au final, au fur et à mesure qu'on avançait dans le manga, on a découvert l'existence de Garling. Et quand on voit Garling, on se dit en fait, Barbe Blanche, elle était à God Valley en même temps que Garling. Donc potentiellement, qui parlait de Garling, parce que voilà, ils ont la même tête, juste à des temps différents, tu vois. Et au final, on s'est éloigné du frère jumeau. Et là, comme de par hasard, Oda revient avec ce côté frère jumeau. Et en plus, il y a des gens qui, encore aujourd'hui, n'y croient pas du tout. C'est ça qui me rend fou. Et je pense que là, c'est la même construction, c'est-à-dire que au début, on a une espèce d'image où on voit Im-sama avec une queue de démon tel un diable, vraiment, je pense que tout le monde a pensé la même chose, vraiment Belzébuth, vraiment le diable par excellence. Et ensuite, on a vu quoi? Là, tout simplement, une personne qui fait partie des Chevaliers Divins, qui aurait pu être présente sur Marie-Joie pendant la rêverie, et qui aurait pu utiliser son fruit du démon. Surtout que là, la flèche est bel et bien noire, je sais pas si on la voit. Donc c'est vraiment la même chose qu'on a vu. Donc Oda, est-ce qu'il nous feinte? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'elle était présente? On verra bien, mais pour l'instant, prenons tout simplement notre temps avant de certifier les choses. On continue. Loki qui dit bordel, encore ça? Et du coup, on voit des flèches qui ont l'air de se croiser. Et du coup, je sais pas si c'est une utilisation du haki, ça c'est fou, ou si il voit tout simplement la technique avant parce que c'est potentiellement un des points faibles de son fruit du démon, ce qui est possible, mais on verra. Alors tu vas me donner un coup de pied tu vas me donner un coup de pied à pleine vitesse sur la droite de mon visage, puis tu vas me donner un coup de poing. Merci de m'avoir prévenu. Ces flèches montrent la trajectoire de mon futur. Le résultat est inévitable, mais je peux l'arrêter avant qu'il ne se produise. Ok, donc c'est pas une démonstration de hacker de l'observation du futur comme on l'avait imaginé, mais c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Ça doit être, comme je l'ai déjà dit, un des points faibles de son fruit du démon. On va attendre un petit peu dans les prochains chapitres pour avoir des informations complémentaires, mais elle peut décider un petit peu du futur de ce qui va arriver. Ok, donc on arrive dans une magnifique double page avec d'un côté Gunko qui se prépare à attaquer et qui marche avec ses jambes gigantesques sur cette fameuse flèche et qui dit « Je te repose la question, Loki. Vas-tu rejoindre l'ordre des Chevaliers Divins ?» Et Loki crie « Non merci, imbécile !» Imbécile. Et du coup, elle envoie un magnifique coup de pied sur sa joue et ensuite un coup de poing en mode hypercute sur sa tête. Mais c'est assez bizarre parce que comment il a pu deviner, là je vois bien l'intérêt des flèches, deviner le futur, etc. grâce aux flèches. Comment savoir si la flèche t'indique un coup de pied ou un coup de poing? Ça, Loki l'a tout simplement compris. Donc je sais pas si c'est une utilisation du HDO, mais bon, ça m'étonnerait pas, je pense qu'il en est capable. Mais là, du coup, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc peut-être aussi que tout simplement les chaînes en granit marin l'affaiblissent, ce qui l'empêche un petit peu d'utiliser le HDO, le HDR ou quoi que ce soit, mais on se demande un petit peu comment il a pu deviner les coups, que ce soit les coups de poing et les coups de pied. On continue. Donc fruits assez étranges, et Oda a l'habitude là en ce moment, il adore faire ça, il met que des fruits ultra étranges et il nous explique petit à petit. Je rappelle le fruit de Bonnie, est-ce que c'était Nika, c'était pas Nika, bref, vous avez capté. Donc voilà, après cette prise l'hypercute, Loki baisse la tête, et en plus on voit justement que le casque a des cornes, et en fait au début on pensait que c'était juste un casque, parce que en fait on a été trop habitué au fait qu'il y ait des cornes chez les vikings, tu vois, des casques avec des cornes et tout, ça fait partie des mythes vikings, même de la culture viking, et là en fait, plus ça va, plus on commence à se dire, mais en fait
ça se trouve, c'est ses vraies cornes, tu vois, qui est tout simplement ici, tu vois. Et en plus, il y a un bandage sur sa corne, donc est-ce qu'elle a été cassée à un certain moment? C'est des choses qu'il faut prendre en compte pour l'instant. En plus, ses cornes ne ressemblent pas à celles de Kaido, donc c'est peut-être ça aussi qui permet de différencier un petit peu les races entre la race de Kaido et la race du roi Harald. Et ça pourrait être intéressant parce que c'est comme ça que marchent un petit peu les différentes races, que ce soit les Skypéens, que ce soit les Shanja, les Bilkans ou les Lunaria, tu vois. Ils ont tous des races différentes et on les différencie grâce à leurs ailes ou grâce à leur coupe de cheveux, leurs antennes, quoi. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs qui permettent d'identifier la race de la personne et ça, je pense que ça doit être un petit foreshadowing qu'on comprendra bien plus tard. On continue. Donc on voit énormément de créatures qui viennent du monde souterrain, qui sont tout simplement plantées de part en part. Et on a Loki qui est tout simplement à 2 doigts de mourir. Et Loki qui dit bordel, vous allez me le payer. Arrête, j'en ai marre. Alors, vas-tu nous rejoindre? Non. Et là, du coup, il crie dans toute la forêt. Son cri résonne. Et on a donc une certaine personne qui vient d'arriver. Et qui dit, ça suffit, Gunko. Légendaire. Là, la silhouette, je sais pas si vous la voyez, la silhouette là, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est une dinguerie ce que je vois là. Et on arrive sur la dernière page du chapitre. Changement de programme. Contacte Marie-Joise. Ces incapables, j'aurais voulu gérer ça plus intelligemment. Même face à la mort, il n'abandonne pas. Est-ce qu'il tient grâce à sa foi? Le gouvernement mondial va les soumettre, quoi qu'il arrive. Message de l'éditeur, les chevaliers divins passent à l'action. Et ici, on a donc la présentation de l'homme qui parlait, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Shanks. Chef de l'ordre des chevaliers divins, noblesse mondiale, Figarland Shamrock, fils de Saint Garling. Ordre des chevaliers divins, Gunko, Aro Aronomi, fruit des flèches. Et du coup, on termine ce chapitre sur cette magnifique double page qui tout simplement annonce prochainement la grande guerre d'Elbaf, les gars. Pourquoi? La raison, on va en discuter dans quelques secondes. Donc voilà en tout cas pour la première partie. Allez, c'est parti. Donc là, on va passer à l'analyse du chapitre 1137 de One Piece. Donc voilà, beaucoup d'informations, beaucoup de théories par rapport à ce qui se passe. Oda nous a habitués maintenant. Mais on va commencer tout simplement par la mini-aventure de Yamato. Je pense que comme je l'ai dit dans l'intro, il n'y a pas d'informations réelles, je pense juste que Who's Who va avoir une importance réelle prochainement, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement par rapport à ce qu'il sait soit du gouvernement mondial, soit par rapport à ce qu'il a créé ou par rapport à son équipage, mais c'est des choses qui vont arriver très prochainement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui attire l'œil de Yamato et d'Otama, mais aussi de toutes les personnes qui sont présentes dans la planque de Who's Who, donc j'ai l'impression qu'on va arriver potentiellement sur un dénouement, sur la finalité de ce qui se passe à Wano en ce moment même. Donc voilà, on va détailler, décortiquer ça dans les prochains chapitres. Pour l'instant, on va devoir rester sur ça. Ensuite, on va pouvoir parler des races, parce que je pense que là, on a encore eu des révélations, que ce soit visuelles ou même tout simplement des révélations par rapport à leur race. Premièrement, on voit que le roi Harald s'est coupé les cornes. Si s'est coupé les cornes, c'est pour une raison très précise. Donc, est-ce qu'il l'a fait pour un petit peu unir tout Elbaf, comme le rêve de Ajroudine? Peut-être qu'il s'est retiré les cornes parce que il y a des gens, je sais pas, du village qui disaient « Ouais, mais moi, jamais je ne pourrais suivre quelqu'un qui fait partie de cette tribu, machin chose. Et peut-être qu'il s'est retiré les cornes, qui a tout simplement dit, moi les gars, la race, tout ça, je m'en fous complètement. Moi, mon but, c'est de mener Elbaf à sa paix et de faire en sorte que ça devienne le plus grand pays du monde. Et au final, il aura en tout cas réussi en partie sa mission. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on sait juste que les anciens géants existent et qui sont différents des géants actuels. Donc ça, c'est un fait qu'il faut garder en tête. Et ces anciens géants pourraient être soit les Oz, parce qu'on a déjà entendu dans le précédent chapitre que les Oz faisaient partie de Elbaf et qu'à l'ancêtre ils étaient considérés comme les guerriers légendaires ou le guerrier légendaire, et du coup ces anciens géants auraient tout simplement transmis leur gène et fait évoluer entre guillemets leur race pour qu'ils deviennent soit des géants cornus, on va les appeler comme ça, soit des géants normaux. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut bien comprendre. Donc Oda a une mécanique mise en place qui va différencier les différentes races. Donc est-ce qu'il y a une race unique et primordiale? Je sais pas, ça c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a différentes races primordiales qui se sont sûrement mélangés pour au final arriver au mélange qu'on a aujourd'hui, que ce soit Kaido, que ce soit Big Mom, les boucaniers, que ce soit potentiellement les hommes poissons, parce qu'en fait on a déjà vu un géant homme poisson pendant le Devi Backfight, donc voilà encore un foreshadowing de légende d'Oda. Tout ça c'est des choses qui n'ont pas été improvisées, c'est des choses qui ont été mises en place depuis très longtemps. Et ce qu'il faut noter, c'est surtout la différence qu'il y a entre le roi Harald par exemple et Kaido. On en a parlé aussi. Kaido, c'est une personne qui fait environ 6 mètres, le roi Harald une bonne vingtaine de mètres, donc ça montre que malgré le fait qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, malgré
malgré le fait qu'ils pourraient être de la même lignée, c'est quand même deux races différentes qui pourraient par contre tirer leur origine de la même race, des mêmes personnes, tu vois. Et je pense que pour différencier ces deux races, comme je l'ai dit aussi, ce sera au niveau de Loki, parce que Loki a des cornes complètement différentes qui vont vraiment vers l'avant, tel Loki dans la mythologie viking, mais même Loki dans les Marvel. Et sinon, on a tout simplement Kaido qui lui a des cornes bien différentes, exactement les mêmes cornes que les Oz, exactement les mêmes cornes que la personne mentionnée comme étant les anciens géants, qui sont tout simplement montrés dans le chapitre. Donc, faut bien comprendre que tout ça est bel et bien lié, mais que pour différencier les races, il y ait justement cette différence. Comme je l'ai déjà dit, c'est exactement la même mécanique pour tout simplement les peuples qui vivaient dans le ciel, qui vivaient sur la lune. On a les ailes qui sont différentes, ou les antennes, ou la tenue vestimentaire. C'est ce qui permet justement de différencier les différentes tribus, les différentes races. Donc ça, c'est assez intéressant parce que Oda calcule tout ça de manière très précise et on essaie de comprendre tout ça, même si pour l'instant c'est beaucoup trop flou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le siècle oublié, même les événements antérieurs au siècle oublié, sont tout simplement des événements qui vont avoir un lien énorme avec les races, avec potentiellement les armes antiques qui pourraient rentrer dans la case des races, parce qu'on a vu que Shirahoshi, c'est Poséidon, c'est les hommes poissons, etc., etc. Donc, vous comprenez. Surtout que là, on voit bien que Shirahoshi, c'est une personne de type gigantesque, tu vois, un peu comme son père. C'est pas une personne de type homme poisson normal comme Jinbei, comme tous les autres, tu vois. Donc, potentiellement que le sang de roi, le sang qu'il faut garder pur, on l'a vu dans le chapitre, peut-être que l'explication se trouve ici, justement pour garder un petit peu la race, mais aussi garder peut-être le pouvoir. Parce que quand on regarde un petit peu le roi Harald, quand il garde sa race pure et qu'il se mélange pas, ça donne Loki. Quand il se mélange, ça donne Ashrudin. Bon, ça me fait mal de le dire pour Ashrudin, le pauvre, il a rien fait, mais la finalité veut que Loki est devenu l'homme le plus fort d'Elbaf suite à la mort du roi Harald. Et Ashrudin, malheureusement, une patate de Luffy à l'époque de Doflamingo et plus d'Ashrudin, malheureusement. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est les informations qu'on a, il faut qu'on les traite. C'est la suite logique des choses. Donc ça, c'était pour le côté race. Deuxième information, c'est une petite correction par rapport à ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, étant donné qu'on avait que ça comme information, c'est par rapport à la mère d'Ashrudin. C'est bel et bien une géante, donc on l'a appris bien après, mais elle ne faisait pas partie du village principal d'Elbaf, le village où il y avait le château du roi Harald. Et quand on comprend ça, on peut se dire assez facilement que justement, les personnes qui vivent pas dans ce village sont pas des géants purs, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils nous ont appelés, et c'est ce qui fait que la race est conservée ou non, comme on l'a dit juste avant. Donc je me répète pas, mais c'était juste pour la correction, il fallait que je le dise tout simplement. Donc voilà, Ashrudin, petite information par rapport à son power scaling, il a un potentiel de fou malade, parce qu'il a hérité des gènes de son père, mais il n'a pas hérité de la totalité de la génétique. C'est-à-dire que s'il s'entraîne réellement, j'ai l'impression qu'il a un potentiel de fou, mais c'est pas un potentiel inné, comme par exemple Oden, ou comme par exemple Loki, qui eux, dès leur plus jeune enfance, étaient tout simplement des personnes ultra puissantes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut noter, parce que le rêve d'Ashrudin, c'est de devenir tout simplement le roi d'Elbaf, la personne qui réunit tous les peuples d'Elbaf en un seul peuple, et c'est très intéressant parce que ça, c'est tout simplement le rêve d'un roi, et vous connaissez les personnes qui veulent devenir des rois obtiennent naturellement le haki des rois. Donc ça, c'est quelque chose qui va potentiellement arriver étant donné l'ambition de la personne. Comme j'ai déjà dit, le haki des rois, c'est le haki de l'ambition. On peut pas l'entraîner, on peut que le maîtriser, et c'est tout simplement la hauteur de ton ambition. Le haki des rois, sa puissance est mesurée par rapport à l'ambition que tu as. C'est comme ça que marche le haki des rois. Donc voilà, ensuite on arrive tout simplement à la fin du chapitre où on découvre tout simplement Gunko avec un fruit assez spécial. Pareil là, Loki, est-ce qu'il a le haki de l'observation du futur? On peut potentiellement y croire ou non, parce que c'est assez compliqué en fait. Le problème, c'est que on comprend là dans ce chapitre que le fruit de Gunko a entre guillemets, on va dire un désavantage, c'est qu'il va montrer à l'adversaire tout simplement tous les coups qu'il va recevoir. Et c'est elle qui a le contrôle sur s'il les reçoit ou pas. C'est-à-dire que si elle veut qu'il les reçoit, la finalité sera toujours réelle. C'est-à-dire que si elle dit que tu vas te prendre une patate, même si t'es Luffy, j'ai l'impression que son pouvoir fait en sorte que tu l'as quand même, tu vois. Après, peut-être qu'on peut l'arrêter avec le haki, etc., etc. Ça, c'est sujet à débat, mais la finalité veut que son fruit, c'est un petit peu comme le fruit des cibles. Je le mettrais un petit peu dans la même catégorie, parce que je crois vraiment que quand tu mets un coup, en tout cas avec ce fruit, la finalité veut que obligatoirement ce coup soit réalisé. C'est ce qu'elle a essayé de dire dans le chapitre. Et ensuite, on a Loki qui arrive à différencier les coups de poing, les coups de pied, etc., etc. Donc, est-ce que c'est du haki des rois pour l'instant? On sait pas trop. Enfin, du haki de l'observation pour l'instant, on sait pas trop. Même je dirais pour l'instant, c'est pas du tout ça. Mais il faut bien garder en tête que, au vu de sa puissance, c'est quelque chose qui devrait être propre à Loki. C'est quelque chose qui devrait tout simplement maîtriser. Ensuite, on a l'intervention de Loki qui dit justement, vous avez de la chance que je sois attaché. Et on a le faux Shanks, donc Shamrock, qui tout simplement rétorque que qu'il soit attaché ou pas,
combat, il se serait fait allumer. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on se pose la question, est-ce que Loki est plus fort que Shamrock? Donc instinctivement, on dira non, c'est pas possible, Loki plus fort que Shamrock, faut pas abuser. Par contre, ce qui est réel et ce qui est possible, c'est que Loki puisse concurrencer réellement Shamrock. On sait que Loki s'est battu dans le château avec le roi Harald, avec tous les géants présents entre guillemets dans le château, qu'il a fait de nombreux morts, qu'il a réussi entre guillemets à tous les tuer, à part Jarl. Peut-être qu'il a essayé mais qu'il a pas réussi. Peut-être que l'épée que Jarl a dans le crâne, c'est justement Loki qui l'a. Et par contre, la seule personne qui a réussi à l'arrêter, c'est potentiellement Shanks. Donc, potentiellement qu'un combat de fou est arrivé à ce moment-là, et c'est ce qui a tout simplement fait de Shanks l'empereur, étant donné que les dates correspondent. C'est-à-dire, il y a 6 ans, Shanks devenait empereur, il y a 6 ans, Loki tue le roi Harald, et Loki se faisait battre par Shanks. Donc, quand on voit que dans le scénario, il a fallu énormément de personnes pour battre Loki, donc je parle bien du roi, de tous les géants présents, les gardes, etc., plus Shanks, ça ressemble un petit peu à Kaido, où il a fallu les fourreaux rouges, l'alliance Mix, Samouraï, etc., Yamato, toutes les supernovas présentes sur le toit. Bref, tout ça pour, au final, abattre Kaido. Quand on comprend ça, on voit clairement que la construction semble être la même et que potentiellement Loki puisse rivaliser d'une certaine manière avec Shanks. S'il peut rivaliser avec Shanks, il peut rivaliser avec Shamrock, il peut même potentiellement le battre en 1v1 loyal. Donc, est-ce que Shamrock pourrait être plus puissant? À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils se battent réellement, je pense que les deux choquent les deux, c'est-à-dire que les deux sont surpris de la puissance de chacun et que le combat va pas se terminer en 2-3 coups. Donc voilà, surtout que Luffy est censé être parti chercher la clé, et c'est assez intéressant parce que Luffy a déjà brisé des chaînes plusieurs fois sans avoir eu besoin de clé ou quoi que ce soit, et là il l'a pas utilisé, donc il y a encore une zone d'ombre au niveau du granit marin, au niveau des chaînes, etc. Donc pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse à tout ça parce que je pense qu'il y a quelque chose derrière toute cette mécanique. Pourquoi il l'a pas brisé à main nue? Pourquoi il a fallu absolument cette clé pour le libérer? Est-ce que c'est purement scénaristique? Est-ce que c'est purement au niveau du granit marin, le fait qu'il soit peut-être indestructible ou quelque chose comme ça? De toute façon, Oda va choisir quelque chose pour justifier le fait que, par exemple, il y a des gens qui ont tout simplement la possibilité de s'enfuir étant donné qu'ils n'ont pas de fruit du démon mais qui maîtrisent plein de formes du haki, et le fait que ils l'ont pas fait, pour l'instant on sait pas pourquoi. Donc Oda va devoir justifier tout ça, et je pense que dans cette zone d'ombre, il doit y avoir quelque chose pour tout simplement justifier le fait que les chaînes soient pas brisables entre guillemets par Luffy à main nue. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire dans le chapitre. Donc voilà, pour la team YouTube, n'hésitez pas à follow, like et commenter, n'hésitez pas à soutenir. Voilà, grosse vidéo, on a vraiment parlé d'énormément de choses. On se rejoint très très vite. N'oubliez pas, il y a le Discord si jamais vous voulez nous soutenir, vous voulez tout simplement discuter, parler un petit peu de tout ce qu'il y a à parler tout simplement. Et à part ça, il y a tout simplement le Twitter qui permet d'avoir les informations en première fraîcheur, les informations directement quand elles sortent, et les souscriptions. Donc voilà, si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement, mais faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez les gars, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fait le tour, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Merci encore à tous ceux qui suivent et tous ceux qui soutiennent la chaîne, et on se revoit très vite.